Donc bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ces vidéos sur les trois notions statistiques que vous devez apprendre euh, à travers le cours PON SNCST en secondaire 4. Donc il y aura trois sujets finalement à apprendre. Le premier, tel qu'indiqué ici, le diagramme à tige et à feuille. Le second sujet va être l'écart moyen. Et le troisième va être le rang centile. Donc, je vais séparer ça en deux vidéos. Le premier va faire le diagramme à tige et à feuille et l'écart moyen, et le deuxième va faire le rang centile. Donc, commençons avec le diagramme à tige et à feuille. Le diagramme à tige et à feuille, comme son nom l'indique, est composé d'une tige et de feuilles. Donc, ça ressemble à ça ici. On a ce qu'on appelle la tige, qui est l'espèce de colonne du centre, et les feuilles qui sont les rangées sur les côtés. Donc, ça ressemble un peu à une tige et des feuilles. Euh, Essentiellement, ce qu'on fait avec ce diagramme-là, c'est qu'on prend toutes les données, puis sans les regrouper nécessairement en classes, puis ce qui fait en sorte qu'on perd, mettons, une certaine précision. Là. Donc, c'est si on prenait toutes les nombres de 20 à 30 exclus, on pourrait faire une classe. Puis là, on aurait deux nombres dans les 20 à 30 exclus. Mais quand on utilise ça, on sait qu'on en a deux dans cette classe-là, mais on ne sait pas ce sont lesquels. Puis on ne connaît pas. On connaît pas le détail. Donc, c'est une façon essentiellement de regrouper en espèce de classe le graphique, mais sans perdre les données individuelles. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans la colonne du centre, on va avoir les dizaines de chacune des données. Donc, par exemple, si on prend le 25, ben, ici, on a dans la colonne, on a la rangée 2. Puis, ici, on a les unités, donc ça nous fait le 25. Donc, ici, ça veut dire essentiellement tous les nombres qui vont être sur cette rangée-là vont être 20 quelque chose, mais ça va être 25 et 28. Puis, ici, on met dans les feuilles, on met les unités qui s'accordent avec la dizaine. Ça pourrait être des centaines, si ça se porte à ça. Souvent, ça va être dizaines d'unités. Si par exemple les nombres passaient de 125 à 187, ben, peut-être que ça pourrait être comme 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Puis là, on aurait comme 125, 128, etc. Donc, essentiellement, on fait des espèces de classes en mettant la dizaine dans la tige. Puis, on doit prendre chacune des unités pour aller l'indiquer dans les feuilles. Alors, la méthodologie, bien évidemment, pour commencer, ben, on essaie de voir un peu, dans le fond, c'est quoi l'étendue là, de où à où ça va, les données. Donc ici, ben, on a des 25, puis on a des 87 qui est la donnée maximale. Donc, quand on fait le diagramme à tige et à feuille, ben, on va faire la tige d'abord, faire chacune des rangées. Donc, si on a des 20, des 30, des 40, des 50, des 60, donc on les met tous jusqu'au 80, puis il n'y a pas de 90, donc on s'arrête là. Ensuite de ça, ben, on va ajouter les données en ordre. Donc, on commence par le 25. On va mettre le 25 là. Ça peut être une bonne idée de les barrer une par une. Ensuite, le 28, qui est ici. On va aller rentrer 28. Le 2, il est déjà fait. Ça peut être une bonne idée de les barrer. Aussi, il faut les mettre en ordre croissant. Ça ajoute à l'utilité du graphique parce qu'après ça, ça va nous permettre de trouver la moyenne, la médiane. Essentiellement, ce graphique-là, il nous donne une espèce d'aperçu visuel de la distribution. Hein. On sait maintenant que dans les 50, c'est là qu'il y a le plus de données. On va pouvoir se dire que la moyenne va être autour de ça. La médiane aussi va être à peu près ici. Puis après ça, c'est facile de trouver la médiane. Une fois qu'on compte notre nombre de données, mais on a juste ils sont déjà placés dans l'ordre dans notre diagramme à tige et à feuille.
Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que si on a, par exemple, deux distributions comme les notes dans un examen, donc, disons que j'ai des 50, des 60, des 70, des 80, des 90. Puis là, ce que je peux faire, c'est que je peux en faire un de chaque côté de la tige. Donc, si, par exemple, j'ai la classe 1 ici et la classe 2 de l'autre côté, 2, puis là, j'ai 10 élèves. J'ai quelqu'un qui a eu 54, quelqu'un qui a eu 65, 67, 71, 76, 83, 88, 89, 91. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais juste replacer le 1. Disons que j'ai 9 élèves ici. Puis dans l'autre, j'ai peut-être pas eu de 50. J'ai eu par exemple un 61, un 62, un 64, un 66, deux 71, un 73, puis un 84, puis un 87, mettons. Donc, ça permet visuellement de comparer les deux classes. Hein. Dans la première classe, ben, on voit que certains élèves ont eu plus de difficultés, mais d'autres ont réussi beaucoup mieux. Peut-être que la moyenne, ou la médiane, ça nous donne un indice. Hein. Ici, il y en a beaucoup qui sont dans les 60, début 70. Donc, la moyenne risque d'être assez faible. Alors qu'ici, ben, on a des 91, 89, 88 qui vont tirer la moyenne vers le haut. Donc, essentiellement, ça permet visuellement une certaine étude comparative entre deux distributions. Ici, la classe 1 et la classe 2. Donc, quand on en a deux qui ont les mêmes genres de données, là, qui sont essentiellement juste deux distributions différentes de la même étude, mais on peut les placer comme ça, puis ça nous donne une idée visuelle de la comparaison entre les deux classes. On pourrait se dire que peut-être que la classe 1 est meilleure, même s'il y a des élèves plus faibles. Ensuite de ça, bien important de recompter les données pour ne pas en avoir oublié quand vous faites l'exercice. Hein, si on en oublie, ben c'est ça, c'est des points perdus. Donc, c'est bien important de recompter les données, puis de les mettre en ordre. Parce qu'après ça, si je dois trouver la médiane, par exemple, dans la classe 2, ben, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 données. Donc, ma cinquième donnée va être la médiane, puis ils sont déjà placés en ordre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 71 serait ma médiane. Alors que si elles étaient toutes déclassées, ben là, finalement, ça serait plus difficile. Il faudrait refaire le travail de les remettre en ordre. Donc, essentiellement, c'est comme un outil de classement, un outil qui permet une certaine comparaison visuelle. Hein. Ici, on voit que l'étendue est plus grande dans la première distribution que la deuxième. Puis, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. On met les dizaines au milieu, puis on met chacune des données. Donc, on met l'unité qui va avec la dizaine dans les feuilles, en ordre. Avec un titre, évidemment. Puis, c'est pas plus difficile que ça. Ici, on a une petite phrase, la distribution. On va parler, quand on étudie les distributions, la distribution la plus homogène, on va les comparer. Donc, l'homogénéité des distributions, ça va être essentiellement de savoir si les données sont plus semblables. Donc, la distribution la plus homogène serait celle où toutes les données seraient pareilles. La distribution la moins homogène serait celle où elles sont le plus éparpillées. Donc, dans ce cas-ci, ben, on parle ici d'une des choses qu'on peut regarder pour savoir si une distribution est plus ou moins homogène, qui est l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande donnée et la plus petite donnée. Donc, si je fais l'étendue de ma classe 1, ben, ma plus grande donnée, c'est 91. On va faire classe 1 et 2. Donc, ma plus grande donnée dans la classe 1, c'est 91. Ma plus petite, c'est 54. Moins 54. Puis ça fait 35, 36, 37, je pense.
Calculatrice, 91 moins 54, 37. Puis l'étendue de la deuxième distribution, de la classe 2, ça serait 87. Ici, on a 87, qui est notre plus grande donnée. Puis notre plus petite, c'est 61, moins 61. Donc, c'est égal à 26. 87 moins 61, je ne vais pas dire de bêtises, et bel et bien à 26. Donc, si on se fie à l'étendue, on pourrait dire que la classe 2, la distribution des notes dans la classe 2 est plus homogène que dans la classe 1, parce que l'étendue est moins grande. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a plusieurs façons finalement d'évaluer si une distribution est plus ou moins homogène. Donc, une première façon, c'est de comparer l'étendue de deux distributions. La deuxième façon qu'on a, ça serait de calculer l'écart moyen. Donc ici, on donne un exemple, une distribution 12, 8, 5, 7, 15, 11, 6, 7, 6, 10, 9. Puis ensuite, on va expliquer comment faire l'écart moyen. D'abord, j'aimerais ça expliquer un peu c'est quoi l'écart moyen. Essentiellement, ce qu'on fait avec l'écart moyen, c'est qu'on va calculer la moyenne. Donc, on va prendre la moyenne d'une distribution, puis on va essayer de trouver à quelle distance de cette moyenne-là sont les données de la distribution. Donc, pour chaque donnée, on va trouver la distance avec la moyenne. Puis une fois qu'on aura trouvé toute la distance avec les moyennes, on va faire la moyenne des distances à la moyenne pour essayer de trouver, en général, est-ce que les données sont très rapprochées de la moyenne ou est-ce qu'elles sont plus éloignées? C'est une autre façon essentiellement de discuter de l'homogénéité d'une distribution, c'est de voir si est-ce que les données sont rapprochées ou est-ce qu'elles sont éloignées de façon générale. Parce que c'est ça. Techniquement, une distribution pourrait avoir une plus grande étendue, mais avoir un écart moyen plus petit. Alors là, c'est comme deux choses qui se contradisent, parce que plus l'écart moyen est grand, moins la distribution est homogène. Mais plus l'étendue est grande, moins... Attends, ouais. En tout cas, ça peut vouloir dire le contraire. Donc, je vais essayer d'y repenser, mais il pourrait y avoir un cas où une distribution a une plus grande étendue, mais un plus petit écart moyen. Donc, quand va venir le temps de décrire quelle de deux distributions est la plus homogène, il faudra justifier avec un argument, soit dire pour moi l'écart moyen parle plus ici. Je trouve que le fait d'avoir un écart moyen plus petit nous dit plus, nous parle plus de l'homogénéité de la distribution. Et donc, je veux dire que celle-là est plus homogène, même si l'étendue est plus grande, l'écart moyen est plus petit. Anyway. Donc, comment on trouve ça, l'écart moyen? D'abord, il faut calculer la moyenne. Donc, on se souvient, calculer la moyenne, on additionne, on fait la somme de toutes les données dans la distribution, puis on divise par le nombre de données. Faut faire bien attention à la priorité des opérations. Hein. Si on le fait d'un coup sur la calculatrice, il faut mettre des parenthèses autour de notre somme, parce que sinon, il y aura juste le dernier nombre qui va être divisé par le nombre de données. Donc, soit on fait le calcul, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, puis on appuie égal, puis ensuite on divise, ou soit on s'assure de mettre les parenthèses, puis on peut le faire d'un coup. Donc, parenthèse 12 plus 8 plus 5 plus 7 plus 15, ferme la parenthèse, divise par tout ça par 10. Donc ici, ça nous donne une moyenne de 9. Donc, une fois qu'on a calculé la moyenne, on va calculer l'écart à la moyenne. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va vous le donner, cette espèce de tableau-là. Donc, ça va vous rappeler un peu ce que vous devez faire. Des fois, il n'est pas donné, donc il faut quand même le savoir. Donc, comment on calcule ça, l'écart à la moyenne? On va prendre chacune des données. Donc, puis on va les inscrire dans le tableau, une en dessous de l'autre. 12, 8, 5, 7, 15, c'est essentiellement 12, 8, 7, 5, 15, 5, 7, 15. Toutes les données, une après l'autre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'écart à la moyenne. Donc, on va soustraire de la donnée de la moyenne. Donc, 12 moins 9, 8 moins 9, 5 moins 9, puis obtenir tous les résultats ici. Si on faisait la moyenne de toutes ces choses-là,
en fait, en les additionnant, comme la moyenne, c'est le point d'équilibre dans le milieu d'une distribution, si on voulait faire la moyenne de tous ces trucs-là, il faudrait tous les additionner ensemble, mais les écarts à la moyenne, comme la moyenne, c'est le point central d'une distribution, mais si on additionne tous les écarts à la moyenne, on va obtenir 0 finalement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que c'est pas tellement l'écart à la moyenne qu'on doit trouver, mais c'est plus la distance entre la moyenne et la donnée. Donc, ce qu'on doit obtenir, ce qu'on doit trouver finalement, c'est la valeur absolue. Donc, c'est vraiment une distance. On n'a pas besoin de savoir si la donnée est en dessous ou en haut. On a juste besoin de savoir qu'elle est à 4 ou qu'elle est à 2 de la moyenne ou qu'elle est à 6 de la moyenne. Donc, peu importe qu'elle soit en haut ou en dessous, ce qu'on veut, c'est littéralement la distance. Un truc que vous pouvez faire, c'est de soustraire le plus petit nombre au plus grand. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, où la donnée est plus petite que la moyenne, si vous voulez un peu vous sauver une étape, vous pourriez juste soustraire la donnée à la moyenne au lieu de faire le contraire ici, pour vous obtiendriez directement 1. C'est à vous de voir ce qui fonctionne. Sinon, vous pouvez juste toutes les calculer puis écrire à côté. C'est assez simple. Quand c'est moins 1, ça devient 1. La valeur absolue d'un nombre, c'est assez simple. Donc, une fois qu'on a trouvé toutes ces valeurs absolues-là, ce qu'on va faire la moyenne des distances à la moyenne. Un peu le même calcul que tantôt. On additionne. 3 plus 1 plus 4 plus 2, 3 plus 1 plus 4 plus 2 plus 6 plus 2 plus 3 plus etc. Puis on divise par le nombre de distances à la moyenne, mais le nombre de distances à la moyenne, évidemment, c'est le nombre de données. Pas oublier, quand on a des zéros ici, là, les zéros, ça compte comme des données, puis ça compte comme des distances à la moyenne. T'sais, même si dans l'addition, ici, le zéro, si on ne le mettait pas, ça ne changerait rien, parce que le zéro, c'est l'élément neutre dans l'addition. Donc, le zéro ici, il ne changerait rien, mais c'est quand même une donnée. Il compte quand même comme une donnée. Puis, il ne faut pas l'oublier essentiellement. Dans votre addition, vous n'êtes pas obligé nécessairement de le mettre, mais il faut le compter comme une donnée. Parce que si on avait tous des zéros ici, ça voudrait dire que tous les nombres de la distribution sont sur la moyenne, puis on aurait la distribution la plus homogène possible, parce ce qu'on va essayer de trouver, c'est le nombre le plus petit possible. Donc, l'écart moyen le plus petit donne la distribution la plus homogène. Alors, si on avait tous des zéros divisé par 10, on aurait 0 sur 10 qui donnerait 0, qui serait la distribution la plus homogène possible. Ça n'arrivera pas, mais c'est ça. Ça serait ça. Ça serait pas un exercice très intéressant, mais ça serait ça. Ensuite de ça, il faut l'interpréter. Qu'est-ce qu'on a? 2,4. 2,4, ça ne nous dit rien vraiment en soi. Essentiellement, l'idée de calculer l'écart à la moyenne, c'est surtout de pouvoir comparer ensemble deux distributions. Donc, à presque toutes les fois, il va falloir le faire 2 fois. Donc, soit si on vous demande de calculer l'écart à la moyenne, puis d'en faire l'interprétation, va falloir en avoir 2 à comparer. Donc ici, on va dire interpréter. L'écart moyen est de 2,4. Ça signifie qu'en moyenne, l'écart de chacune des données à la moyenne est de 2,4. Ça nous dit un peu rien ici. Mais si on avait par exemple une autre distribution de nombres du même genre de données, de même caractère, on pourrait dire, celle-ci a 2,4, l'autre a 2,8. Alors, la première est plus homogène que la deuxième parce que son écart moyen est de 2,4. Donc, comme c'est dit ici, plus l'écart moyen est petit, plus les données sont concentrées autour de la moyenne et plus la distribution est homogène. Plus l'écart moyen est grand, plus les données sont dispersées et plus la distribution est hétérogène. Alors voilà pour le diagramme à tige et à feuille et l'écart moyen. Donc le diagramme à tige et à feuille qui nous permet de comparer un peu 2 distributions ensemble ou au moins de réorganiser les données en ordre croissant et d'une façon qui parle un peu plus visuellement que ça, mais qui est moins que ça. Par ça, je veux dire une distribution juste écrite une à la suite de l'autre. Donc, ça parle plus que la distribution écrite une à la suite de l'autre, mais ça garde la précision d'avoir toutes les données, contrairement à, par exemple, un tableau qu'on ferait où on regrouperait en classe.
Évidemment, si on avait 1000 données, ça serait un peu moins pratique, là, mais pour une petite distribution, ça donne quand même une bonne idée de ce que ça a l'air. Et ensuite, l'écart moyen qui nous permet de trouver un peu si une distribution est plus ou moins homogène par rapport à une autre. Et donc, on calcule en faisant la moyenne des écarts à la moyenne de chacune des données.